Après Bangui, on se déplace à 2500 km de là, mais on reste en Afrique, on est en Tanzanie. On va se perdre dans la forêt primaire d'Udzungwa. Cette fois-ci, j'y arrive avec vous, notre invité, Frédéric Noy, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe documentaire. Udzungwa, c'est une chaîne de montagnes peu connue en Tanzanie. C'est aussi un espace assez atypique, une forêt primaire au milieu de la savane. Pour documenter cet espace, vous avez fait 3 séjours, 3 mois en tout. Comment vous avez abordé ce travail? Qu'est-ce que l'œil du photographe est allé chercher à Udzungwa? D'abord, Udzungwa, c'est donc effectivement le bout d'une chaîne de montagne qui démarre au Kenya, qui se finit dans le sud-ouest de la Tanzanie et qui abrite une forêt primaire qui a 100 millions d'années. Donc, c'est-à-dire, c'est l'éternité, en fait. Par voie de comparaison, le Kilimandjaro, c'est 2,5 millions d'années. Et ce que je suis allé chercher, justement, c'est en Tanzanie, un pays que je connais bien, parce que c'est là que j'ai commencé à faire de la photo en 87. Je cherchais le rapport entre l'éternité d'Udzungwa et la banalité du quotidien des gens qui habitent autour. C'est-à-dire essayer de mettre en image quelque chose qui est assez invisible entre la conservation d'un sanctuaire de biodiversité et le fait que des gens qui habitent autour doivent vivre, élever leur famille et accomplir un destin qui est le leur dans cette région qui est extrêmement protégée. Et donc, comment cohabite cette éternité avec ce monde profane? Quel est le lien entre la population et cette chaîne de montagnes? Déjà, il y a un lien ancestral parce que c'est le lieu où habitait et habite toujours une ethnie qui s'appelle les Wahehe, qui habite autour et qui avait l'habitude d'aller dans les monts Udzungwa, notamment pour aller chercher du bois et pour chasser. Aujourd'hui, comme les monts Udzungwa drainent énormément d'eau, toute la vallée qui est autour, qui n'est pas interdite, est très fertile. Donc, beaucoup de gens y habitent. Et il y a 70% de la population qui habite autour des Udzungwa qui ne vient pas de cette région, qui ne sont pas des Wahehe. Donc, comment ils cohabitent? Eh ben, ils cultivent, ils élèvent leurs enfants. Il y a 71 villages autour et ils sont obligés de s'adapter aux interdictions qui sont dues à la conservation d'une forêt qui est unique. C'est-à-dire que jusqu'en 2011, c'est-à-dire que c'est pas très vieux, c'est il y a 14 ans, ils pouvaient aller dans les montagnes, dans les forêts. Maintenant, ils ne peuvent plus y aller. Donc, ils doivent réinventer leur existence avec un sanctuaire qui est là pour prolonger l'éternité, donc cette biodiversité, et une plaine dans laquelle ils habitent et ils travaillent, qui a de moins en moins de ressources naturelles, notamment le bois. Quelle est la raison de l'interdiction de l'accès à cet espace? C'est vraiment pour protéger un espace qui est unique, qui a un sanctuaire de biodiversité avec une forêt primaire qui a 100 millions d'années. Il y a une étude qui avait été faite au début des années 2010 sur 60 points de biodiversité à travers le monde et Udzungwa était extrêmement bien placé, c'était l'un d'entre eux. Donc le but c'est vraiment de préserver ça parce que notamment il y a des animaux, des insectes mais aussi des petits mammifères comme des singes qui sont uniquement à cet endroit et si on laisse les gens rentrer, comme il y a énormément de personnes, c'est 400 000 personnes autour, ça risque de détruire l'environnement et donc de détruire cette biodiversité. Donc vous y êtes allé 3 mois mais en 3 fois, 3 voyages. Comment a évolué votre travail au fil de ces 3 voyages? Ce qui était important, pourquoi y aller 3 fois c'était qu'il y a très peu d'informations en fait sur les Udzungwa, sur les montagnes, sur le sanctuaire. Même si vous allez sur Internet, c'est vraiment des informations extrêmement pertinentes de scientifiques, très peu de photos. Donc j'avais besoin d'y aller très longtemps pour déjà comprendre ce que j'allais voir. Parce que le sujet se résume à c'est un sanctuaire, une forêt primaire. Quand vous avez dit ça, en photographie documentaire, vous n'avez pas du tout de sujet. Donc il fallait vraiment y aller longtemps, vraiment essayer de comprendre comment ça se passe, comment c'est à l'intérieur. Tout se fait à pied. Dès que vous rentrez, vous devez marcher des heures. La moindre destination, le moindre animal que vous cherchez, le moindre endroit, c'est des heures de marche. Et il fallait aussi être accepté par la population, la comprendre, être avec eux, pouvoir détailler ce qu'ils font, comment ils vivent. Donc ça prend du temps. Le seul capital pour moi qui est important en photographie documentaire, c'est le temps. Donc cette évolution-là, chaque voyage me permettait de dégager des axes de récit pour les séjours suivants ou pour les jours qui suivaient. Est-ce que la population comprend cette interdiction? Par exemple, comment eux vivent cette interdiction d'intégrer cet espace-là? Moi, je dirais qu'ils sont pas du tout dans le stade de comprendre ou pas comprendre. C'est qu'en gros, ils ont pas vraiment le choix. Donc, ils l'acceptent parce qu'ils sont bien obligés. Il y a quand même du braconnage. Il y a quand même des gens qui rentrent illégalement, mais c'est surveillé par des rangers. Alors, il y a tout un travail qui est fait sur l'éducation des jeunes générations dans les écoles primaires pour expliquer pourquoi on interdit, pourquoi il faut conserver, pourquoi c'est important. Et c'est compliqué à faire parce que c'est une vraie révolution intellectuelle au sens où les écoliers qui reçoivent ces enseignements, leurs grands frères, leurs mères, leurs pères, leurs grands-parents
aller librement dans tous ces endroits qui aujourd'hui sont interdits. Donc comment faire comprendre à des gens que ce qui était autorisé pour leurs aînés ne l'est pas pour eux. Donc c'est vraiment tout un travail d'éducation qui est important et qui se fait peu à peu. Il y a des recherches qui sont menées sur place? Énormément, parce que si Udzungwa est connu, important et reconnu, c'est dû beaucoup à des chercheurs, notamment européens, italiens, anglais, des Américains, des Australiens. C'est eux qui ont les premiers ont mené des missions de recherche d'observation, parce qu'ils étaient par ailleurs enseignants dans les universités, notamment à Dar es Salaam, et qui ont décelé l'importance du sanctuaire. Donc ces recherches continuent. Après, il n'y a pas énormément de moyens, c'est fait avec des petites ONG locales, mais ça continue depuis 40 à 50 Vous ans. avez eu un accès libre, vous, par exemple, ou quelle a été votre difficulté sur place? Alors là, Vous sauriez, c'est qu'il s'est passé quelque chose. oui, parce que là c'est toujours plus compliqué. Parce que bon, la Tanzanie, notamment, quand il y a des sortes de cases, quoi. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous dites, je suis photographe documentaire, je voudrais faire un sujet photographique. Alors vous êtes journaliste ou vous êtes chercheur, ça veut dire qu'il faut payer tant par jour, c'est tel budget, vous devez accompagner quelqu'un, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est passer du temps et être beaucoup plus sous les radars, au sens être dans la vie quotidienne, dans la matière, et pas être accompagné de gens, mais vivre avec eux. Moi, j'ai vécu longtemps en Tanzanie, donc je parle suffisamment swahili pour pouvoir avoir un accès libre et avoir vraiment un accès direct et être dans la chair du sujet. Donc voilà pourquoi je souris, parce que ça me rappelle plutôt, je passe du temps. Je vagabonde tout en gardant une idée claire sur ce que j'aime montrer, en fait. Alors, ce que vous montrez, c'est au festival Gassili, et c'est jusqu'au 5 octobre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et c'est la fin de